Dans le chapitre 2, nous allons nous intéresser à la dynamique de la relation hôte-pathogène. Donc la relation entre un pathogène et son hôte est dynamique. On parle de dynamique de la reine rouge. C'est le nom que lui a donné Leid Van Valen, un biologiste et paléontologue américain. Donc, il a développé ce qu'on appelle l'hypothèse de la reine rouge. Je le cite. Les forces biotiques sont à la base d'un mouvement perpétuel autonome de l'environnement et donc de l'évolution des espèces touchées par celui-ci. Donc par force biotique, Van Valen entend toutes les pressions de sélection provenant des organismes vivants qui entourent l'hôte, donc les prédateurs, mais aussi évidemment les organismes parasites. Et donc l'hôte est soumis à une pression perpétuelle par ces organismes, va systématiquement être obligé d'évoluer pour s'adapter à cette pression, mais ces organismes, les compétiteurs, les parasites, vont également s'adapter. Donc, on parle de coévolution antagoniste. Une espèce doit évoluer en permanence pour maintenir son aptitude face aux adaptations des espèces avec lesquelles elle coévolue. Donc il en résulte un mouvement perpétuel. Donc on pourrait parler, dans le cadre de la relation hôte-pathogène, de course aux armements permanente entre les espèces vivantes. Alors pourquoi le terme de reine rouge ? L'hypothèse de la reine rouge tire son nom d'un épisode fameux de l'autre côté du miroir, de Lewis Carroll. Je cite, « Dans un épisode célèbre de l'autre côté du miroir, Alice demande « Mais reine rouge, c'est étrange, nous courons vite, et le paysage autour de nous ne change pas. » Et la reine de répondre « Nous courons pour rester à la même place. » Bon, pour Leid Van Valen, cette métaphore illustrait parfaitement l'obligation pour les êtres vivants d'évoluer en permanence pour s'adapter aux pressions de sélection des autres êtres vivants qui eux-mêmes évoluent en permanence pour s'adapter. Alors il existe de nombreux exemples de dynamique de type reine rouge. Par exemple, prendre ici la résistance aux antibiotiques. Donc on voit ici, notamment sur cette image, la découverte des différents antibiotiques et en fait le temps pendant lequel les antibiotiques sont restés actifs sans qu'on découvre de résistance à leurs effets. Et donc on voit qu'en fait, à chaque découverte d'un antibiotique, très rapidement, on a eu l'apparition d'une résistance. Alors, cette résistance qui, chez certains micro-organismes, devient une multirésistance, représente un des risques majeurs pour la santé publique. Donc l'OMS l'a classé dans les 10 plus grandes urgences, entre guillemets, sanitaires. Alors cette relation dynamique ne peut être comprise qu'au niveau de la population. Donc les populations qui sont en compétition, le pathogène et l'hôte, dans la nature, sont des populations qui sont fortement hétérogènes, diversifiées et dynamiques. Donc les agents pathogènes peuvent évoluer par des mutations, des recombinaisons, l'acquisition par transfert horizontaux de gènes de résistance par exemple. Et au niveau des populations d'hôtes, si on prend par exemple les populations humaines, on a une grande diversité en termes d'âge, de différents facteurs de comorbidité comme l'obésité, de l'existence d'une mémoire immunitaire contre l'agent pathogène ou contre d'autres agents pathogènes, de la possibilité d'avoir accès à des traitements qui vont par exemple diminuer la charge de l'agent pathogène, la charge virale ou bactérienne. Donc, il y a une grande hétérogénéité au niveau des populations. Et c'est sur cette hétérogénéité, sur cette diversité, que les pressions de sélection vont agir et vont sélectionner de part et d'autre les individus qui vont être le plus capables d'échapper à la réponse immunitaire pour l'agent pathogène ou de résister à l'agent pathogène pour les autres. Donc, je vais prendre ici un exemple qui est bien documenté pour illustrer ce concept. Donc la myxomatose en Australie. Donc en 1859, un Britannique chasseur et nostalgique qui avait immigré dans le sud de l'Australie a importé 12 couples de lapins. Alors 50 ans plus tard, on s'est retrouvé en Australie avec 600 millions de lapins,
qui avait colonisé 60% du territoire à la vitesse moyenne de 110 km par an. Ça, c'est une des pires catastrophes en fait qu'a subi l'Australie, parce qu'il y a eu un très très important impact sur les cultures, mais aussi sur les écosystèmes. Donc les lapins ont fortement dégradé la couverture des sols, et donc favorisé l'érosion, et rendu toute une série de territoires impropres à la culture. C'est vraiment une des propagations d'animaux les plus rapides qui étaient jamais enregistrées pour un mammifère dans le monde. Alors pour lutter contre cette espèce envahissante, certains scientifiques ont proposé d'introduire le virus du myxome. Donc c'est l'agent de la myxomatose. Et donc cet agent a été disséminé délibérément dans la population de lapins pour les éradiquer. Alors ça a provoqué une chute très importante des populations de lapins. De 600 millions d'individus, ils sont passés approximativement à 100 millions. Mais on a observé en fait très vite le développement d'une résistance croissante chez les lapins à l'agent viral. Donc on a eu une sélection notamment de variants chez le lapin qui avaient une capacité à développer une réponse antivirale beaucoup plus efficace. On a vu par exemple des variants au niveau des gènes codants pour l'interféron de type 1. Et la population, de cette manière, a pu progressivement remonter à 200-300 millions d'individus. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en parallèle, le virus, lui, s'est aussi adapté à son hôte. Et il s'est adapté pour devenir en fait moins virulent. Donc pour tuer, entre guillemets, moins rapidement le lapin, pour être moins pathogène. Parce qu'évidemment, ce sont les virus qui se multiplient le plus qui sont sélectionnés, et plus un virus tue rapidement son hôte, moins il a de chances d'être transmis à un autre hôte. Et donc sur ce graphique ici par exemple, vous voyez en fonction des dates, de 1952 à 1975, vous avez toute une série de prélèvements de virus qui ont été classés en fonction du grade de virulence, donc du plus bas au plus haut grade. Et vous voyez qu'en fait, entre les années 50 et les années 70, on retrouve principalement, en fait, des agents pathogènes qui ont un grade plus bas en termes de virulence. Les grades 1, les grades 2, les plus mortels, disparaissent en fait progressivement au cours du temps. Donc d'une part, on a sélectionné les lapins les plus résistants à la maladie, et on a sélectionné les virus qui étaient les moins agressifs pour le lapin, parce que c'était les virus qui se répandaient, qui disséminaient le plus facilement dans la population. Donc c'est un exemple qui illustre vraiment bien l'aspect dynamique de la relation hôte-pathogène, et qui est très bien documenté puisqu'on a pu suivre cette interaction pendant ici plusieurs dizaines d'années. Alors, cette relation est complexe, dynamique, mais elle est surtout largement imprévisible. Donc le biologiste Gregory Bateson a proposé de nouveau une métaphore qui part d'Alice au Pays des Merveilles, ce qu'il a appelé la théorie du croquet vivant, qui peut se résumer au fait que le futur, quand il inclut des entités biologiques, est complètement imprévisible. Donc la métaphore vient du fait que Alice, à un moment, doit jouer au cricket, elle va jouer avec un flamant rose, et le flamant rose peut, étant vivant, évidemment, tordre son cou dans tous les sens. Donc elle n'est jamais capable, en fait, de frapper correctement le hérisson qui lui sert de balle, et les effets de ces frappes sont toujours imprévisibles. Alors à cette dynamique hôte pathogène déjà très complexe et imprévisible, il faut encore rajouter un troisième élément majeur, qui est l'environnement. Donc l'écosystème, le système socio-économique, la culture, dans lequel on va retrouver cette interaction hôte pathogène. Et donc dans les chapitres suivants, je vous montrerai notamment que les conditions sanitaires, les moyens de transport, la densité de population va également avoir un impact majeur sur l'évolution des épidémies et des pandémies. Et cette nouvelle couche de complexité va encore évidemment rendre plus imprévisible le système. Donc à retenir,
La relation hôte-pathogène en milieu naturel est hautement dynamique et imprévisible. Nous en verrons de nombreux exemples. Nous allons maintenant aborder le troisième chapitre pour voir les coopérations et les synergies entre différents agents pathogènes, parfois d'espèces différentes. Donc le but de ce chapitre, c'est d'essayer de vous expliquer que bien que la relation hôte-pathogène soit une relation de type compétition, une reine rouge, il existe également des mécanismes de coopération. Et donc il ne faut pas voir les populations d'agents pathogènes comme composées d'individus égoïstes qui essaieraient tous, au final, d'être les gagnants d'une compétition. C'est le cas, mais ça n'est pas uniquement ça. On a également toute une série de processus de coopération qui augmentent en fait l'efficacité des agents pathogènes à nous envahir. Donc je vais prendre quelques exemples, ça mériterait tout un cours, mais je vais essayer juste ici d'illustrer le concept. Donc chez les virus, on a ce qu'on appelle les quasi-espèces. Donc c'est un concept qui vient du constat que pour par exemple les virus ARN, comme le virus du HIV, durant la multiplication, on a une très faible fidélité dans la copie du matériel génétique, on génère très vite un grand nombre de mutations, et en fait on génère très rapidement une population qui est de plus en plus hétérogène. On parle de cloud, de nuages, de séquences. Alors, ce cloud va conférer au virus des propriétés qui sont adaptatives, au sens où, dans la diversité des séquences, on va avoir une variation des protéines codées par ces séquences, une variation par exemple des récepteurs du virus pour les cibles cellulaires ou de mécanismes d'échappement, et cette variation va permettre en fait d'échapper en partie au système immunitaire. Et donc, l'unité de sélection ici, de nouveau, ça va être la population. On génère une diversité, et c'est l'ensemble de cette population, la dynamique au niveau de la population, qui va pouvoir permettre des échappements à la réponse immunitaire. Donc, je prends l'exemple du HIV. Donc imaginons un individu qui est infecté depuis un certain temps avec le HIV. Le HIV s'est multiplié et il a créé cette fameuse diversité, ce cloud viral, au sein d'un même individu. Alors, quand on a un transfert, une contagion, un passage de l'agent infectieux d'un individu à un autre, il n'y a qu'une fraction de cette diversité qui est transférée. Une fraction de cette diversité virale qui va être en contact, par exemple, avec l'épithélium du nouvel hôte. Et les barrières de défense, l'immunité innée de l'hôte, va éliminer une grande partie de ces virus. Donc en pratique, on sait que très peu de particules virales réussissent à infecter l'individu, et donc ces particules ne représentent qu'une infime diversité de la diversité qui était présente chez l'hôte donneur. Mais ce petit nombre de virus va se multiplier de manière très intense, et sous la pression de sélection du système immunitaire inné, puis du système immunitaire adaptatif, on va avoir en fait progressivement sélection de variants qui échappent à l'immunité innée et à l'immunité adaptative. L'immunité adaptative, évidemment, va réagir à ces nouveaux variants. Et là, on va se retrouver de nouveau dans une dynamique de type reine rouge. On va avoir création de nouveaux variants dans l'hôte qui vont permettre la persistance du virus sur le très long terme. Alors ce type de phénomène existe aussi chez les bactéries. Vous avez aussi ce qu'on appelle de l'évolution au sein de l'hôte, avec la création de variants. Évidemment, c'est moins rapide pour une bactérie qui se multiplie moins vite qu'un virus, qui a un beaucoup plus grand génome et un génome beaucoup plus stable. Mais les bactéries disposent aussi de mécanismes coopératifs qui sont, eux, beaucoup plus développés que ce qu'on va évidemment trouver chez les virus. Donc on va avoir des cas de formation de biofilms, donc qui sont des structures formées en communauté. On va avoir des cas de mécanismes de communication qui vont permettre de synchroniser les bactéries et qui vont leur permettre de lutter ensemble contre le système immunitaire, également des cas de différenciation de bactéries. Donc dans une même population bactérienne,
on va avoir des spécialisations d'une partie des bactéries pour faire des tâches bien particulières. Donc, c'est vraiment très important de bien abandonner la conception d'une population bactérienne comme une population qui serait clonale, où chaque individu aurait exactement les mêmes caractéristiques. On a mis en évidence de très nombreuses stratégies qui sont basées en fait sur la spécialisation et sur la coopération. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces mécanismes, formation de biofilms, communication, différenciation, ils impliquent des gènes particuliers. Et donc, comme ces mécanismes augmentent la capacité à infecter l'autre ou à persister dans l'autre, cibler ces mécanismes, ça va aussi permettre de bloquer l'infection. Donc ce sont des cibles thérapeutiques qui sont très intéressantes. Donc on va commencer par les biofilms. Donc classiquement, vous avez une espèce bactérienne qui va adhérer au substrat, qui va produire un gel de polymère. Ce film va solidariser la colonie, qui va la protéger, permettre une meilleure diffusion des nutriments au sein de la colonie. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça va permettre à d'autres espèces de bactéries de se fixer par exemple sur un support. Et donc dans un biofilm, on peut avoir des biofilms avec une seule espèce bactérienne, mais bien souvent il y a plusieurs espèces présentes. Et donc là on a un microsystème qui se crée, où certaines espèces de bactéries peuvent de nouveau collaborer et créer des biofilms plus complexes, plus résistants, et avoir même des coopérations en termes de neutralisation des éléments de la réponse immunitaire. Donc, les biofilms vont réduire, par exemple, l'accès mécanique aux bactéries. Ils vont, par exemple, bloquer des cellules phagocytaires, mais ils vont également réduire la capacité d'antibiotiques ou de désinfectants à accéder aux bactéries et donc à les éliminer. Donc c'est une forme là de coopération au sein d'une même espèce de bactérie ou même entre différentes espèces de bactéries différentes. Alors prenons le cas de Staphylococcus epidermidis, donc c'est une bactérie coque gram-négative. Donc c'est une bactérie qui est commensale ubiquitaire de la peau, donc on peut dire que c'est un agent pathogène opportuniste. Il ne va pas infecter son hôte si l'hôte, je dirais, ne présente pas une brèche dans ses défenses. Et donc, Staphylococcus epidermidis, il va souvent pénétrer dans l'organisme par l'intermédiaire de sondes, de cathéters, de prothèses de hanches, de genoux, de valves cardiaques, et ainsi de suite. Donc c'est une bactérie qui va surtout, en fait, être présente, en termes d'infection, dans le milieu hospitalier. Donc il est responsable, par exemple, de 22% des infections par insertion de sonde, de 13% des endocardites, et dans beaucoup de cas avec une mortalité très élevée, parce qu'il a induit une infection assez fulgurante avec une réponse inflammatoire très forte. Donc il a un gros coût en termes de santé publique, même si c'est une infection qui est opportuniste. Alors l'infection, elle, en fait, se fait en deux temps. Dans un premier temps, on a la formation d'un biofilm, comme je vous ai décrit précédemment, donc qui va permettre l'attachement au substrat, qui va protéger les bactéries pendant un certain temps, par exemple des désinfectants. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en plus de la formation du biofilm, on va trouver un mécanisme en fait de synchronisation. Donc, à partir d'un certain nombre de bactéries dans la colonie, on va en fait avoir un changement de programme dans l'expression des gènes. Au départ, les bactéries expriment des gènes leur permettant de créer le biofilm. Quand elles sont suffisamment nombreuses dans le biofilm, elles vont produire en fait des enzymes qui vont dégrader le biofilm, s'y attaquer, et permettre la libération massive des bactéries. Alors, ça c'est très très intéressant, parce qu'en fait, si le système immunitaire était confronté à quelques bactéries isolées, le système immunitaire inné, généralement, on viendrait relativement vite à bout. On n'aurait même pas d'infection symptomatique. Par contre, ici, on a un mécanisme où les bactéries, pendant un certain temps, peuvent persister face au système immunitaire parce qu'elles sont protégées par le biofilm, puis ensuite, quand elles disséminent pour envahir l'organisme, elles le font en masse. Et donc, elles vont saturer littéralement le système immunitaire, ce qui va leur permettre d'échapper à la réponse immune pendant un certain temps.
Alors, le problème évidemment pour l'organisme, c'est qu'il va en résulter une infection massive, énormément de bactéries vont disséminer dans les tissus ou la circulation sanguine, d'où une réponse inflammatoire très forte et généralement une forte mortalité qui va y être associée. Alors, nouvel exemple, les bactéries uropathogéniques Escherichia coli, ce qu'on appelle les UPEC, donc des bacilles gram-négatives. Donc ces bactéries sont la principale cause d'infections urinaires. Alors ces infections, parfois ça prête à rire, mais ce sont les infections bactériennes les plus communes. On a entre 130 et 175 millions de cas par année. Et une des grandes caractéristiques de ces infections, c'est leur récurrence. Donc 20-30% des femmes qui ont une infection par ce type de bactéries ont une récidive dans les 3 ou 4 mois. Et les traitements antibiotiques, s'ils sont efficaces sur le court terme, ils n'empêchent généralement pas la récidive. Alors, cette capacité de récidive, de réinfecter l'hôte, en fait, elle est liée au cycle de cette bactérie, qui va être capable de différencier en différentes formes adaptées à différentes fonctions durant l'infection. Donc au départ, la bactérie doit adhérer à l'épithélium de la vessie. Et la bactérie va infecter les cellules de la partie supérieure, je dirais, de l'épithélium, et s'y multiplier de manière très intense. Donc ça va donner lieu à ce qu'on voit ici, ce qu'on appelle des factory cells, donc des cellules qui vont contenir un très grand nombre de bactéries. Et quand ces bactéries vont faire littéralement exploser les cellules, les bactéries vont adopter une forme dite filamenteuse. Donc, dans ces factory cells, en fait, les bactéries se multiplient, mais elles ne se divisent pas. Donc, elles donnent naissance à des très grands filaments de 20 à 70 micromètres. Donc, plusieurs dizaines de diamètres cellulaires. Alors, ces formes filamenteuses, leur avantage, c'est que elles vont s'attacher beaucoup plus facilement, mais également, elles vont contrecarrer en partie les processus de phagocytose. Elles vont être tellement grandes qu'elles vont bloquer en partie la capacité des cellules de type macrophage à phagocyter ces bactéries. Alors, ça ne se limite pas là. La réponse immunitaire va s'attaquer à ces bactéries filamenteuses, les cellules de l'épithélium supérieur vont être attaquées, vont être détruites par la réponse immunitaire, et ça va mettre à nu en fait les couches basales de l'épithélium. Une fois ces couches basales de l'épithélium à nu, on va avoir un envahissement de ces cellules par la bactérie. Mais là, la bactérie va adopter un comportement tout à fait différent. On va avoir une spécialisation des bactéries en une forme qu'on appelle resistor cells. Donc en gros, ce sont des bactéries qui vont très peu se diviser, très lentement. Et en fait, en ne se divisant pas, elles n'alertent pas le système immunitaire. Donc, ça devient une forme d'infection furtive des cellules. Et c'est ça qui va en fait permettre aux bactéries de persister dans l'hôte. D'une part parce que le système immunitaire ne pourra pas les détecter et donc les éliminer quand elles seront sous forme de persistor cells, mais aussi parce que la plupart des antibiotiques ciblent en fait les bactéries qui sont en division. Et donc, si une bactérie ne se divise pas, elle va être résistante à l'antibiotique. Alors, il y a également des cas de synergie entre agents pathogènes d'espèces différentes. Donc ici, par exemple, on peut citer le cas du HIV, donc qui va induire une immunosuppression générale, et donc il va augmenter la susceptibilité à tous les agents infectieux. Donc par exemple, suite à l'apparition du HIV, on a eu une augmentation effrayante du nombre de cas de tuberculose, de malaria, et ainsi de suite. Et la gravité, généralement, de ces cas est fort augmentée, mais également la transmissibilité de ces agents pathogènes. Alors, le HIV, évidemment, c'est l'exemple extrême, mais on a également toute une série de synergies qui sont connues entre des agents infectieux. Je vais prendre par exemple le cas d'influenza. Ce virus, en infectant, va augmenter par exemple la susceptibilité aux infections par la bactérie Streptococcus pneumoniae. Donc, ce que va faire influenza, notamment, on verra en détail son mode d'infection, mais
il dispose d'une enzyme qui va fluidifier le mucus respiratoire. Donc il va éliminer une partie des défenses présentes au niveau du tractus respiratoire, ce qui va ouvrir la voie en fait à certaines infections bactériennes. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on traite les grippes avec des antibiotiques. Les antibiotiques évidemment ne s'attaquent pas au virus, mais les grippes liées au virus influenza peuvent généralement augmenter la susceptibilité aux bactéries, et donc un traitement antibiotique permet généralement de prévenir ça. Nous allons maintenant aborder les stratégies d'échappement à la réponse immunitaire. Alors pour vous expliquer les stratégies d'échappement à la réponse immunitaire, je suis un minimum obligé de vous expliquer l'organisation du système immunitaire et l'organisation de la réponse immunitaire contre les agents pathogènes. Donc, si on veut comprendre l'organisation du système immunitaire, il faut bien comprendre à quoi il doit faire face au niveau des agents pathogènes. Donc le système immunitaire doit faire face à des agents pathogènes qui, structurellement parlant, sont très différents. Donc on va de vers parasites qui peuvent faire plus d'1 mètre à des virus qui sont absolument microscopiques. De la même manière, la localisation des agents pathogènes dans l'organisme peut être très différente. On a des pathogènes qui vont être présents dans l'espace extracellulaire, d'autres qui seront présents à l'intérieur des cellules. Et quand ils sont à l'intérieur des cellules, ils peuvent être présents par exemple dans le cytosol, mais également dans des vésicules de phagocytose, et même certains dans le noyau cellulaire. Donc, on a une très grande diversité au niveau des agents infectieux, mais également au niveau des cycles d'infection. Et on retrouve aussi cette diversité au niveau des sites d'entrée, des sites de pénétration des agents pathogènes, en fonction des voies respiratoires, digestives, cutanées, et également des organes dans lesquels ces agents peuvent se multiplier. Donc, le premier problème majeur pour le système immunitaire, si j'essaye d'être schématique et le plus simple possible, c'est en fait d'identifier l'agent pathogène. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument l'identifier? Parce qu'il y a cette grande diversité de structures, de cycles, de localisation, et il est clair qu'il faut sélectionner les bons mécanismes effecteurs pour éliminer l'agent pathogène. On ne peut pas éliminer de la même manière un ver qui fait 1 mètre et un protozoaire qui a à peu près la taille d'une cellule, quelques micromètres, ou des virus qui sont encore infiniment plus petits. Donc, le système immunitaire, si on veut vraiment schématiser les choses, on peut le diviser en 3 compartiments. Des mécanismes de détection qui vont identifier l'agent pathogène et des régulateurs qui vont choisir quels mécanismes effecteurs vont s'attaquer aux micro-organismes pathogènes. Alors, il y a eu une découverte majeure dans les années 80-90, qui a été réalisée par Tim Mossman et Robert Kaufman. Ça a été la découverte des sous-classes de cellules TCD4. Donc, ces 2 chercheurs ont observé qu'il était possible d'obtenir des lymphocytes TCD4 produisant des patterns de cytokines, donc des hormones à action locale, complètement différents. Donc ils ont appelé ça les T-helper 1 et les T-helper 2, TH1, TH2. Et donc initialement, ils ont observé que ces TH1 produisaient majoritairement de l'interféron gamma, et par contre les TH2 produisaient majoritairement de l'interleukine 4, par exemple. Donc on a progressivement compris que les lymphocytes TCD4 peuvent, après activation, en fonction des types de signaux qu'ils vont recevoir, se différencier en différentes sous-classes de T-helper. Par exemple ici, en T-helper 1, en T-helper 2, en T-helper 17. Alors, chacune de ces sous-classes de T-helper, en fait, régule des ensembles de mécanismes effecteurs spécifiques. Donc, très schématiquement, les TCD4, TH1 vont réguler l'immunité contre les pathogènes intracellulaires, virus, bactéries, protozoaires,
Les cellules TCD4 TH17 vont réguler l'immunité contre les bactéries extracellulaires, et les cellules TCD4 TH2 vont surtout réguler l'immunité contre les pathogènes extracellulaires de type helminth. Alors, depuis lors, on a découvert de très nombreux subsets de lymphocytes TCD4, les TH9, les T régulateurs, les TH22 et ainsi de suite. Dans ce cours, je me limiterai aux T helper 1, T helper 2 et T helper 17. Donc, chacune de ces sous-classes, TH1, TH2, TH17, va réguler des ensembles de fonctions effectrices différentes via la production de cytokines, d'hormones à action locale spécifiques, et vont avoir des cibles différentes et bien spécifiques. Alors un point très important à souligner, c'est que ces réponses TH1, TH2, TH17 sont en grande partie mutuellement exclusives. Donc les cytokines qu'elles vont produire, IL-10, interféron gamma, IL-17, IL-4 et ainsi de suite, vont généralement avoir pour effet d'inhiber le développement des autres sous-classes. Alors ça, quand on y réfléchit, c'est assez logique. Chaque sous-classe de réponse immunitaire est adaptée à un type d'agent pathogène bien particulier. Il n'y a pas de raison, en fait, que ces différentes réponses coexistent. Je vous rappelle aussi que toute réponse immunitaire est toxique pour l'organisme, elle peut faire des dégâts, et donc spécialiser la réponse, la rendre la plus efficace possible pour l'agent pathogène auquel on doit faire face, c'est évidemment le plus logique. Ça permet d'augmenter l'efficacité, et donc au final de produire moins de réponses immunitaires pour contrôler l'agent pathogène. Néanmoins, cette cross-inhibition entre les réponses immunitaires peut avoir des conséquences qui peuvent être très fâcheuses, notamment si on fait un mauvais choix de réponse immunitaire. Si on choisit la mauvaise réponse immunitaire pour faire face à un agent pathogène, la réponse va être très peu efficace. Et donc, par exemple, certains agents pathogènes sont capables de manipuler ce réseau de cross-régulation pour bloquer la réponse immunitaire qui pourrait être efficace pour les éliminer. Donc, une erreur de différenciation des TCD4 va souvent être fatale à la survie de l'hôte. Donc on en a eu par exemple la démonstration ici, quand on a commencé à manipuler les toll-like récepteurs et les molécules impliquées dans la transduction du signal par ces toll-like récepteurs. Donc par exemple, MYD88, c'est une molécule adaptatrice qui permet la signalisation par un grand nombre de toll-like récepteurs qui sont notamment impliqués dans la détection de toute une série d'agents pathogènes, bactéries, protozoaires. Et donc, on a pu construire des souris qui sont génétiquement déficientes pour le MYD88. Et donc ces souris ne produisent par exemple pas d'interleukine 12, et elles ne développent pas de réponse de type TH1, qui est protectrice vis-à-vis des bactéries intracellulaires et de certains protozoaires. Et donc, ici par exemple, si on infecte par Toxoplasma gondii des souris wild-type qui disposent du gène MYD88 et des souris qui sont déficientes pour ce gène MYD88, en fait, on va observer que la production d'interféron gamma d'IL-12 va être beaucoup plus faible dans les souris MYD88 déficientes, donc on n'a pas de réponse de type TH1, et ça va se traduire par une survie bien moindre des souris déficientes pour MYD88. Alors, ce que le graphique ne montre pas ici malheureusement, c'est que ces animaux font une réponse immunitaire. Simplement, ils n'ont pas accès à la réponse TH1 parce qu'ils sont déficients en MYD88. Ils vont faire une réponse qui va plus être de type TH2, mais la TH2 est totalement inefficace pour lutter contre Toxoplasma gondii. Donc, le choix du type de réponse immunitaire est absolument crucial pour éliminer un agent pathogène. Donc, je vais essayer ici brièvement de vous décrire les réponses immunitaires de type TH1, TH2, TH17, sans entrer dans le détail, mais juste pour que vous ayez une idée des mécanismes effecteurs qui sont impliqués.
parce qu'on fera appel à ces mécanismes effecteurs quand on verra les mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire. Donc on va commencer par la réponse immunitaire de type Th1 contre les virus, les bactéries intracellulaires et les protozoaires intracellulaires. Alors, pour la réponse Th1, il faut considérer qu'il y a deux localisations possibles de l'agent pathogène. En fait, il y en a même trois. Même si un pathogène est intracellulaire à un moment, il y a toujours un moment où il va être extracellulaire, notamment pour passer de cellule à cellule. Sauf dans quelques exceptions, je vous en présenterai une avec l'Listeria monocytogenes. Donc, la réponse immunitaire Th1 doit pouvoir cibler le pathogène quand il est extracellulaire, mais aussi quand il est intracellulaire. Et quand il est intracellulaire, il peut être dans deux localisations très différentes. Il peut être à l'intérieur d'une vésicule de phagocytose, ou bien il peut être dans le cytosol, parce qu'il a réussi à s'échapper de la vésicule de phagocytose. Et donc pour ces trois localisations, on va avoir des mécanismes effecteurs différents. Donc quand il est en extracellulaire, on aura par exemple des anticorps produits par les cellules B, des IgG. Quand le pathogène est dans une vésicule de phagocytose, on va principalement avoir des mécanismes pour activer les fonctions microbicides des macrophages, donc augmenter par exemple l'acidité de la vésicule de phagocytose. Par contre, si le pathogène est cytosolique, qu'il n'est pas dans une vésicule de phagocytose, il va falloir en fait lyser la cellule infectée, induire l'apoptose. Et donc, la réponse Th1 va contenir notamment l'activation des natural killers, ou des cellules T cytotoxiques, qui sont des types cellulaires capables d'induire l'apoptose des cellules. Et une fois ces cellules entrées en apoptose, elles vont se fragmenter, et les fragments pourront être phagocytés par des cellules phagocytaires, des macrophages, activés, qui pourront alors détruire la bactérie ou le virus dans leur vésicule de phagocytose. Donc je vais vous présenter ici, très schématiquement, le déroulement d'une réponse de type Th1. Donc ça part évidemment, dans tous les cas, par la détection de l'agent pathogène, notamment par des toll-like récepteurs, qui vont amener à la production d'interleukine 12 par les cellules de l'immunité innée, notamment des macrophages, qui sont présents dans tous les tissus, et qui sont les sentinelles, entre guillemets, pour détecter une invasion par exemple, une bactérie. Donc la réponse immunitaire innée précoce, ça va être la production de cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 12. Alors, en réponse à ces cytokines pro-inflammatoires, l'interleukine 12, mais aussi l'IL-18, le TNF, on va avoir recrutement et activation de cellules de l'immunité innée, comme les natural killers. Les natural killers vont produire de l'interféron gamma. Et cet interféron gamma va jouer sur les cellules phagocytaires pour augmenter leur capacité de microbicidie. Par exemple, production d'H2O2, de nitrite oxyde, acidification des vésicules de phagocytose. Cet interféron gamma augmente aussi la production d'interleukine 12. Et cette interleukine 12 va permettre la différenciation des cellules TCD4 en cellules TCD4 Th1, produisant elles-mêmes de l'interleukine 12. Pardon, de l'interféron gamma, qui va aussi induire la production d'interleukine 12. Donc, comme vous le voyez ici, on a plusieurs cycles qui sont en fait des cycles dits autocatalytiques. Donc l'immunité innée va amorcer le cycle interféron gamma IL-12, interféron gamma IL-12, qui va permettre aux cellules TCD4 de se différencier elles-mêmes en productrices d'interféron gamma, qui vont encore alimenter ce cycle pendant la réponse adaptative. Alors une fois les cellules TCD4 activées, différenciées via l'interleukine 12, elles vont avoir toute une série de fonctions. J'essaie juste ici de vous résumer les principales. Donc via la production d'interféron gamma, elles vont augmenter les fonctions microbicides des macrophages. Et donc ça va permettre aux macrophages de détruire, par exemple, les bactéries qui seraient présentes dans leur phagolysosome. Ces cellules vont également exprimer des ligands en face, ou du TNF-bêta, et donc vont induire
de la lyse de cellules infectées. Elles vont également produire de l'interleukine 2, qui va augmenter la multiplication des cellules T, ce qui va permettre d'avoir de nouvelles cellules T CD4 différenciées. Donc c'est une fonction auto-activatrice. On va également stimuler au niveau de la moelle la différenciation des cellules en macrophages, produisant d'IL3, du GM-CSF. Donc on a toute une partie où en fait la fonction de ces cellules, c'est d'amplifier la réponse immunitaire en cours. Alors, on va également permettre de recruter des nouvelles cellules effectrices. Donc on va produire par exemple des cytokines qui vont permettre la diapédèse, donc le passage dans les tissus des cellules de type neutrophile. Et on va également produire dans les tissus des chémokines qui vont permettre aux cellules de l'immunité innée de s'orienter par chémotaxie et de trouver les endroits où il y a infection. Et enfin, les cellules T CD4 vont également produire des cytokines, des ligands membranaires qui vont permettre l'activation des cellules B et leur différenciation en cellules B productrices d'IgG2, qui sont notamment des IgG qui sont adaptés pour l'opsonisation et la fixation du complément, donc adaptés pour la destruction des bactéries. Alors, l'une des conséquences classiques d'une réponse de type Th1, si l'agent pathogène, par exemple une bactérie, n'est pas détruite rapidement, c'est la formation de ce qu'on appelle un granulome. Donc le granulome, c'est une forme de contention de la bactérie. Si la bactérie présente dans les cellules phagocytaires n'est pas éliminée, qu'elle est capable de persister dans ces cellules, le système immunitaire va essayer d'éviter la dissémination de cette bactérie. Et donc, les cellules phagocytaires vont s'agréger, former des amas. On va avoir une réaction de fibrose, des fibroblastes vont s'organiser autour, on va avoir la formation d'une espèce de structure rigide, qui vont être entourés par des lymphocytes T CD4, qui vont produire notamment de l'interféron gamma, qui va stimuler les fonctions microbicides des macrophages. Donc le granulome va permettre une coopération entre toute une série de cellules de l'immunité innée et adaptative pour détruire les bactéries, ou en tout cas au minimum pour les bloquer sur place. Alors on verra que certaines bactéries, comme par exemple Mycobacterium tuberculosis, sont capables de résister à ces mécanismes microbicides. Donc eux vont être capables de se multiplier dans ce granulome, et à un certain moment en fait de le faire éclater. Ce qui amènera à la relibération des bactéries dans la circulation, à la formation de nouveaux foyers infectieux dans les tissus, et donc à la formation de nouvelles structures de type granulome. On va maintenant passer à la réponse immunitaire de type Th2, qui elle est principalement utilisée pour contrer les helminthes, les vers parasites. Donc la réponse immunitaire, elle est toujours adaptée à l'agent pathogène. Et dans le cas des helminthes, les helminthes ont toute une série de caractéristiques qui font qu'une réponse de type Th1 ne pourrait pas être efficace contre eux. Donc leur première caractéristique, c'est qu'ils sont de grande taille. Vous avez certains helminthes qui peuvent faire 1 mètre, voire plus. Donc, ils ne sont pas détruits facilement. Vous ne pouvez par exemple pas faire de la phagocytose d'un helminthe qui fait 1 mètre. Et ils vont également causer beaucoup de dégâts dans les muqueuses qui traversent. Donc, comme ils sont très gros, ils ne sont pas détruits facilement. Et donc, bien souvent, on n'a pas d'immunité dite stérilisante contre un helminthe. La réponse contre un helminthe ne va pas viser à le détruire, qu'en fait il est tellement gros, il faut une réponse immunitaire tellement forte qu'elle tuerait sans doute l'organisme. Donc le mieux auquel l'organisme peut espérer, le plus gros objectif, je dirais, que l'organisme peut espérer accomplir, c'est de contrôler l'infection, pas d'éliminer l'helminthe. Alors, c'est une stratégie qui permet de limiter les dégâts, et qui est aussi conciliable avec le fait que les helminthes ne se répliquent pas dans leur hôte mammifère. En général, ils vont utiliser l'hôte pour produire des œufs, qui permettront ensuite de produire des larves et qui infecteront le prochain hôte. Donc, les helminthes sont des pathogènes de grande taille, faisant beaucoup de dégâts, et qui heureusement ne se multiplient généralement pas chez leur hôte. Donc de nouveau, les éliminer,
c'est pas le plus important, il faut les contrôler et surtout en fait s'attaquer à leurs œufs. Et donc, ces particularités ont visiblement mené au développement d'une réponse immunitaire très spécialisée, la réponse Th2, qui est dominée par des TCD4 qui produisent de l'IL4, de l'IL5 et de l'IL13. Alors, ces cytokines vont avoir toute une série d'effets. Les premiers effets, ce sera de réguler l'activité des épithéliums, ainsi que les mécanismes dits effecteurs anti-helminthes. Donc l'interleukine 4, par exemple, va stimuler les mastocytes et les basophiles. Et ces types cellulaires, donc ce sont des granulocytes type mastocytes basophiles, vont produire toute une série de substances qui vont attaquer, contrecarrer les helminthes. L'IL5, il active les éosinophiles, et l'IL4, il va induire la production massive d'IgE par les cellules B. Alors les IgE vont coopérer avec les mastocytes. Donc les IgE spécifiques des helminthes vont se fixer sur les mastocytes, et ça va permettre aux mastocytes de réagir très rapidement à la présence d'helminthes. Alors, la réaction Th2 va être tout à fait différente en fonction qu'elle a lieu au niveau des muqueuses et au niveau des tissus périphériques. Donc au niveau des muqueuses, l'objectif est surtout d'expulser l'helminthe, ou bien les œufs. Et donc, cette réponse, elle a souvent lieu au niveau de la muqueuse intestinale. Et là, en fait, l'interleukine 4 et l'interleukine 13 vont stimuler surtout la production de mucus, par les goblet cells notamment. Elles vont également induire des contractions musculaires du tube digestif et un turnover des cellules épithéliales. Donc, l'objectif, en fait, c'est de décrocher les helminthes qui souvent se fixent avec des crochets au niveau de la muqueuse pour pouvoir les expulser, et éventuellement d'expulser les œufs avec eux. Alors, au niveau des tissus périphériques, là, le but est différent. Ça ne peut plus être d'expulser, c'est vraiment de détruire, et souvent on va s'attaquer aux œufs. Et souvent, cette réponse a lieu au niveau du poumon. Donc là, on va activer les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles, pour essayer de former une structure qui sera de nouveau de type granulomateuse, comme dans la TH1, mais la composition cellulaire sera différente. Parce qu'on va avoir affaire à des cellules type basophiles qui vont produire en fait des substances plus spécifiques, plus adaptées pour éliminer les helminthes. Alors il y a également une composante à la réponse Th2 qui est très particulière, qui est celle de réparation tissulaire. Donc, je vous l'ai dit, les helminthes, très grosses bestioles, elles vont causer beaucoup de dégâts au niveau des muqueuses. Donc, pour réparer ces muqueuses, ici, là, on va devoir former très rapidement en fait une matrice extracellulaire pour boucher entre guillemets les trous qui ont été causés par les helminthes. Et donc, les cytokines de type IL4 et IL13, elles stimulent la différenciation des macrophages en macrophages dits M2. Donc la TH1 induit un profil dit M1 chez les macrophages, profil où le macrophage va devenir microbicide, produire du nitritoxide, produire de l'H2O2 pour détruire des bactéries. Ici, le profil M2 est tout à fait différent. On parle de macrophages activés de manière alternative ou de macrophages M2. Ces macrophages-là n'auront pas de fonction microbicide, mais ils vont produire des substances anti-inflammatoires et des substances qui favorisent la réparation tissulaire et la formation de coques fibreuses. Donc ils vont servir en fait à réparer les dégâts faits par l'helminthe. Donc, grosse capacité de réparation tissulaire stimulée par la réponse Th2 en tant que telle, pour faire face aux helminthes. Donc, la réponse Th2, contrairement à la réponse Th1 qui ne vise qu'à éliminer l'agent pathogène, la réponse Th2 c'est une sorte de compromis. On veut limiter les dégâts collatéraux qui seraient générés par une réponse Th1 si elle s'attaquait à l'helminthe. La réponse Th1 peut être efficace contre un helminthe, on peut le montrer chez l'animal, en bloquant par exemple les réponses Th2, mais souvent cette réponse Th1 est trop agressive et elle va mener à la destruction des tissus et à la mort de l'hôte. Donc la réponse Th2, c'est vraiment un compromis, on essaye d'expulser, de contenir l'helminthe et de réparer les tissus qu'il a détruits. Alors venons-en maintenant à la réponse Th17 contre les bactéries extracellulaires.
Donc là, on a affaire à des cellules T CD4 qui vont se différencier, se spécialiser dans la production principalement de l'IL-17 et de l'interleukine 22. Alors, ces cytokines vont principalement jouer pour activer les épithéliums, pour que ces épithéliums produisent des peptides antimicrobiens, ou pour activer les neutrophiles. Donc l'IL-22, l'IL-17 jouent sur les épithéliums, l'IL-17 principalement sur les neutrophiles. Les neutrophiles, je vous le rappelle, sont des cellules phagocyteurs, mais ce sont aussi des cellules qui font des nets, donc qui expulsent dans le milieu extracellulaire un filet pour piéger les bactéries. Donc ce sont des cellules de l'immunité innée qui sont très efficaces pour lutter contre les bactéries extracellulaires. Et de même, si la bactérie est extracellulaire, en général, elle est aussi confrontée à des épithéliums. Donc si ces épithéliums produisent des peptides antimicrobiens, réponse sera efficace. Ces cellules TH17 produisent aussi du TGF-bêta, qui va amener à la production d'un isotype encore spécialisé, l'IgA. Donc les IgA, ce sont justement les isotypes qui sont capables de passer les épithéliums et qui vont se retrouver, par exemple, au niveau du tractus respiratoire ou au niveau du tractus digestif. Donc là, vous allez avoir ces bactéries extracellulaires. Donc de nouveau, une réponse immunitaire qui va être adaptée à la localisation de l'agent pathogène. Donc, si je résume ici les réponses TH1, TH2, TH17, par exemple, au niveau de la réponse humorale, la production d'anticorps, vous allez avoir des anticorps produits dans chacune des réponses immunitaires, des IgG2A, IgG3 pour la TH1, des IgE, IgG1 pour la TH2, des IgGA principalement pour la TH17, mais chaque fois, ces anticorps vont être adaptés à des fonctions bien particulières. Donc ici, plus favoriser l'opsonisation, la phagocytose des bactéries, ici permettre une collaboration avec les mastocytes, et dans le cas des IgA, favoriser également la phagocytose ou la neutralisation de la bactérie, l'empêcher d'adhérer au niveau des épithéliums. Donc, les pathogènes vont se caractériser par l'acquisition au cours de l'évolution de mécanismes d'échappement, et ces stratégies d'échappement seront évidemment différentes en fonction du lieu de réplication du pathogène, intra- ou extracellulaire, parce que comme je viens de vous l'expliquer, le pathogène sera confronté à des mécanismes effecteurs différents à chaque fois. Donc, les mécanismes d'échappement du pathogène sont conditionnés par sa localisation, parce que sa localisation conditionne des types d'effecteurs très différents. Donc, en pratique, si vous connaissez le cycle d'un agent pathogène, vous pouvez deviner à quoi il va être confronté au niveau de la réponse immunitaire, et donc deviner qu'il va devoir développer des mécanismes d'échappement contre ces mécanismes effecteurs. Alors, je vais essayer ici de, dans un premier temps, vous résumer les principales stratégies d'échappement. Après, on en verra toute une série d'exemples dans le chapitre suivant. Donc la première grande gamme de mécanismes d'échappement, ce sont des mécanismes de furtivité. Donc on va induire une très faible réponse immunitaire, et une des manières de le faire, c'est par exemple de coloniser ce qu'on appelle des sites privilégiés. Donc des sites où la réponse immunitaire a peu accès, ou où la réponse immunitaire n'est pas désirée par l'organisme parce que ça présenterait trop de risques. Donc par exemple le système nerveux central, les testicules, le placenta, mais également les articulations ou l'épiderme, où le système immunitaire a peu accès. Certains agents pathogènes, comme le HIV, sont aussi capables de s'intégrer dans le génome même, dans l'ADN des cellules. Et donc là, ils deviennent totalement indétectables. Et donc l'ADN peut être considéré comme une sorte de site privilégié. Alors les pathogènes peuvent aussi se multiplier en intracellulaire. Alors c'est une furtivité, je vais dire moyenne, mais n'oubliez pas qu'une fois que le pathogène est en intracellulaire, il va déjà éviter tout ce qui est immunité humorale et toute une série de mécanismes de détection. Donc c'est déjà quelque part de la furtivité d'aller en intracellulaire. Alors il y a aussi des mécanismes plus élaborés, ce qu'on appelle par exemple le mimétisme antigénique. Donc le système immunitaire est tolérant aux antigènes du soi, il ne va pas attaquer les protéines de notre organisme.
Donc une manière pour un agent pathogène d'éviter la réponse immunitaire adaptative, ça va être d'avoir des structures en surface qui ressemblent aux antigènes du soi. Donc il peut acquérir par mimétisme des molécules qui ressemblent aux antigènes du soi. Mais une stratégie aussi très efficace, c'est de capturer des protéines du soi et de s'en recouvrir, donc de faire un manteau protecteur avec des antigènes du soi. Et enfin, il y a également la possibilité de simplement bloquer la présentation des antigènes. Donc on verra par exemple avec les Epstein-Barr virus qui peuvent réduire la présentation par le MHC classe 1 des antigènes du virus. Donc la réponse immunitaire alors est beaucoup moins induite. Il y a deux autres grands ensembles de mécanismes d'échappement, l'échappement par variation ou l'échappement par neutralisation du système immunitaire. Donc, toute une série d'agents pathogènes vont disposer de mécanismes pour varier leurs antigènes, donc les antigènes qui sont principalement vus par le système immunitaire. Donc on verra par exemple Trypanosoma brucei, Plasmodium, dispose de mécanismes pour changer de manière cyclique les antigènes qu'ils expriment à leur surface, ce qui permet d'échapper toujours à l'immunité adaptative. Alors, le cycle sexuel, qu'on va retrouver par exemple chez des parasites eucaryotes des protozoaires, ce cycle sexuel, il comprend une méiose. Et cette méiose, par exemple, sa caractéristique, c'est de faire un mix des gènes des deux partenaires, et donc de recréer de la diversité. Donc le cycle sexuel chez les parasites, c'est aussi un mécanisme d'échappement à la réponse immunitaire par variation. Et donc enfin, il y a les mécanismes dits de neutralisation, qui visent à neutraliser les mécanismes effecteurs. Donc on va par exemple bloquer la phagocytose, bloquer les mécanismes de microbicides dans les macrophages. Mais il y a des mécanismes aussi beaucoup plus agressifs, comme la destruction pure et simple du système immunitaire adaptatif. Donc c'est ce que fait par exemple le HIV en détruisant les cellules TCD4. Donc tous ces mécanismes, vous pouvez en fait les replacer dans le schéma que je vous avais donné au départ. Je ne vais pas les relister, mais toute une série de ces mécanismes vont jouer sur la détection. Une partie va jouer sur les cellules T régulatrices. Par exemple, le HIV va éliminer les TCD4, donc les T régulateurs. Et vous avez toute une série de mécanismes qui vont aussi jouer sur les mécanismes effecteurs. Alors, il faut mentionner à ce stade que beaucoup d'éléments du système immunitaire sont redondants et vont travailler aussi en coopération ou en complémentation. Donc ça implique que les agents pathogènes, pour faire face au système immunitaire, vont toujours disposer de plus d'un mécanisme d'échappement. Un agent pathogène va toujours être confronté à plusieurs mécanismes effecteurs, et donc va toujours devoir en inhiber, en neutraliser plusieurs. Donc, faites bien attention que dans la suite du cours, je vous présenterai des mécanismes effecteurs. Parfois, je ne vous en présenterai qu'un seul pour un agent pathogène. Ça ne veut absolument pas dire que le pathogène n'en a qu'un seul. En général, il y en a toujours plusieurs. Donc, à la fois la redondance des mécanismes de défense du système immunitaire et l'existence de multiples mécanismes d'échappement, ça s'explique par le fait, pour le système immunitaire, d'essayer de se garantir au maximum contre les pathogènes, et pour les pathogènes d'échapper au maximum de mécanismes d'échappement. Alors je vais encore mentionner un point qui est assez intéressant dans l'organisation même du système immunitaire. En fait, quand on analyse la manière dont les voies de signalisation sont constituées dans le système immunitaire, on voit qu'en fait ces voies de signalisation sont constituées comme ceci. Ça correspond à ce qu'on appelle un réseau de type Scale-Free Network, où en fait vous avez des nœuds, des endroits où en fait vous avez une forte connectivité entre différents éléments. Ça par contre, ce serait ce qu'on appelle un réseau aléatoire, random. Alors pourquoi est-ce que le système immunitaire est connecté de cette manière-là? Donc ce type de connectique, vous le retrouvez par exemple avec les toll-like récepteurs dont je vous ai parlé précédemment. Vous avez une dizaine de toll-like récepteurs chez la souris, chez l'humain, et ces toll-like récepteurs passent par des molécules adaptatrices
qui concentre la signalisation par plusieurs toll-like récepteurs. Bon. En fait, une caractéristique de ce type de réseau, Scale-Free Network, c'est qu'il est très résistant aux attaques. Donc, si vous détruisez une des boules blanches ici, en fait, il ne se passe rien, ou très peu. Le système souffre très peu de la destruction d'une des boules blanches. Donc, ça lui donne une grande résistance aux attaques. Ce qui n'est pas le cas généralement dans un réseau aléatoire. Souvent, si vous cassez une boule ici, vous allez bloquer toute la signalisation d'une partie du réseau. Donc, système plus résistant, par contre, système plus fragile, mais au niveau des nœuds. Si on s'attaque à un de ces nœuds, on va paralyser une très grosse partie du système. Et donc en fait, on remarque que les agents pathogènes qui causent souvent le plus de dégâts, ce sont les pathogènes qui vont en fait taper au niveau des nœuds, parce qu'eux vont neutraliser une très grosse partie du système unitaire, ce qui va permettre une multiplication très importante de l'agent pathogène.